Bienvenue tout le monde dans le podcast. Écoutez, on le reçoit pour la deuxième fois, notre ami Jason Bejada. J'aime ça prononcer ton nom de même, c'est plus stylé. Wow. Mais ouais, c'est ça, je me suis forcé. D'habitude, je scrape les noms de tout le monde, puis là, j'ai essayé d'y rendre honneur un minimum. Donc, j'étais venu avec Yann et moi il y a quelques semaines de ça. C'était maintenant presque quelques mois. Le temps passe tellement vite qu'on perd la notion du temps. C'est ce qu'on jasait d'ailleurs euh, juste avant de commencer à enregistrer. Le fil des événements se déroule tellement vite qu'on a l'impression que même si on est connecté en temps direct sur, bon, tu vois tes notifications, là, tu vois les tweets passer, tu vois, moi j'appelle encore ça un tweet, là, même si c'est X, là, parce que je sais pas comment on appelle ça sinon, mais tu vois les réactions passer sur X, sur Truth Social, en temps direct, on voit maintenant des conférences de presse où tu as le président des États-Unis qui se pogne avec le leader de l'Ukraine. Et en temps réel, ça réagit. Puis même ça, on a l'impression qu'on ne suit pas le POC. Puis après, tu sors de cet environnement-là. Ça me fait penser à un tweet que tu m'as envoyé l'autre fois, justement, qui décrivait parfaitement cette impression-là. Et là, tu vas parler avec des gens qui, eux, bon, ont autre chose à faire que l'actualité, sont garagistes, infirmières, whatever, puis ils font autre chose de leur vie. Puis eux, quand tu leur parles, tu dis, OK, eux sont restés comme en novembre, des fois en décembre, des fois en début janvier. Puis tu as l'impression que tu ne parles pas de la même réalité avec ces gens-là. Puis ça, c'est une affaire que tu as abordée dans ton podcast, là, justement. Tu l'as dit plusieurs fois. Puis je me demandais où est-ce que tu en étais par rapport à cette impression-là. Écoute, je suis constamment surpris de voir à quel point que les gens sont mêlés. Là. Puis je dis, moi, je suis mêlé avec... Ça va vraiment vite en ce moment. On appelle ça flooding the zone. Là. C'est la technique Trump de tout roule, puis c'est à tous les jours, il y a quelque chose. Mais je trouve que au Québec en particulier, là, puis je suis vraiment pas en train d'essayer de faire du bashing ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment un délai là, Puis je pensais à l'inauguration, le 20 janvier, que ça allait se calmer un petit peu. C'est pas notre premier barbecue, tu sais, on a déjà eu une administration Trump dans le passé. Puis les gens, c'est comme ils ont mis la pédale dans le fond, puis tout a été double down. Le délire a été double down. Les gens sont complètement... Ils voient pas clair, ils pensent pas à des solutions ou des alternatives. Ils sont juste tellement stickés sur leur derangement syndrome, maintenant de Trump et de Musk. Puis on est incapable de nommer les bons coups, les mauvais coups, puis d'être lucide et juste avoir la tête calme. Tu sais, quand j'écoute Stéphane Bureau, c'est ça que je ressens, quelqu'un qui n'a pas d'opinion. Peut-être qu'il y en a, mais ça paraît pas. Tu sais. C'est ça, plus aux États-Unis aussi, j'aime ça écouter les débats. Mettons au Free Press, à Honestly, tu sais, t'as 3 personnes sur un panel qui sont pas d'accord nécessairement sur tout, comme c'est le cas dans la vie, on n'est pas d'accord sur tout avec personne. Puis, mais tu sens quand même qu'il y a une légèreté des fois dans la façon qu'ils vont se jaser, qu'ils sont encore au party de Noël à la fin de l'année ensemble, puis ils ont du fun, puis à la limite, ils rient l'un de l'autre comme « Ah, on sait bien, toi, tu tripes sur Trump. Ah, on sait bien, toi, tu pensais que Harris, c'était une meilleure option. » Mais they're keeping it light, tu sais, puis même si on... Puis je pense parce qu'ils ont les mêmes références, puis ils ont la même intelligence, puis sont capables de nuances, puis sont capables de nommer les bons coups, les mauvais coups. Puis ici au Québec, ça me fait de la peine, là, ça me brise le cœur de voir qu'on est vraiment dans l'opinion, dans l'émotion. Il n'y a comme pas de journalisme juste et fair. Et pour moi, c'est abasourdissant. Ben écoute, juste avant que Joey renchérisse, là, mais je vais vous faire entendre, je l'ai déjà fait jouer dans un autre podcast, mais je vais vous faire entendre, Horacio Arruda avait donné une entrevue à Paul Arcand il y a quelques semaines de ça, dans lequel il lui pose toutes les questions là, que vous pouvez imaginer sur les talking points du moment. Un moment donné, il lui demande, avez-vous peur de Robert Kennedy Jr.? Parce que là, tu sais, il fait peur, il est anti-vaccin, il est anti-ci, anti-ça. Tout sort. Anti-tout, quasiment. Anti-tout, finalement. Et là, voici ce qu'il lui répond alors que Kennedy n'est pas encore en fonction. Donc, ça va comme ça. Robert Kennedy, comme un grand patron de la santé publique aux États-Unis, vous en pensez quoi? Vous savez, la situation aux États-Unis est inquiétante. En tout cas, pour un gars de santé publique, est inquiétante.
compte tenu probablement déjà de certaines décisions qui ont été prises. Prenons par exemple ne plus financer l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est un joyau quand même de l'ONU, à mon avis, pour être capable de mieux équilibrer je vous dirais, l'accès au système de soins dans les différents pays, mais aussi de nous protéger en termes de menaces. Je pense qu'il a des positions anti-vaccinales. Je ne sais pas jusqu'à quel point il va être en mesure d'influencer les acteurs, mais déjà, j'ai entendu des choses où certains groupes qui faisaient de la surveillance et partage d'informations en santé publique ne sont plus autorisés à le faire. Donc, pour moi, c'est inquiétant. C'est inquiétant quand, je vous dirais, quand c'est plus la science. Puis la science n'a pas toutes les réponses. Hein. Je trouve ça important parce que souvent, les gens disaient qu'est-ce que les scientifiques vont dire par rapport à la pandémie. On n'avait pas toutes les réponses. Puis là-dedans, il y a beaucoup d'extrapolation, de consensus. La preuve, les experts ne s'entendent pas. Juste pour vous donner un exemple. Mais moi, je pense que c'est très inquiétant. C'est inquiétant parce que la santé. C'est inquiétant parce que ces décisions-là, ces arrêts-là peuvent entraîner des conséquences qui vont faire des reculs majeurs. Et qui peuvent avoir un effet direct ici, là. Tout à fait. Donc là, ça continue quand même encore un petit bout, là, mais essentiellement, c'est une espèce de longue diatribe pour dire ce gars-là, il est dangereux. Depuis qu'il est là, il y a même des équipes de santé publique qui ne communiquent plus avec nous autres, ils n'ont plus le droit de nous parler. Mais lui, il dit ça au moment où il n'est même pas encore en fonction. Au moment où il a dit ça, là, dans l'entrevue, là, il commençait son audience devant le Sénat pour savoir s'il allait être mis en poste. Confirmé, là. Moi, je trouvais ça lunaire. Je me disais, puis là, personne n'a noté ça. Moi, je l'ai noté parce que je suivais un peu les nominations puis les passages dans le Sénat, mais je me disais, Christy, c'est pas le dernier des non-informés, normalement. C'est le directeur national, l'ancien directeur national de santé publique. Et lui, il s'en va à la radio, il dit oui, depuis qu'il est là, c'est épouvantable, mais le gars, il était pas là. Je veux dire, c'est mais on est au Québec, Frank. Si Richard Tenderness n'a pas dit, l'a pas contredit, ça veut dire que c'est vrai. Non, c'est ça. À plusieurs égards, le dôme est cassé, mais on dirait qu'il y a une certaine forme de dôme transparent qu'on dit qu'il reste encore. On dirait qu'il y a comme une sorte de fausse réalité qu'on s'invente un peu là-dedans. C'est assez spécial. Comment tu vois, Jason, le fait que, tu me disais avant qu'on commence, tu dis aujourd'hui, tout le monde a une opinion sur tout, puis tout le monde doit se prononcer. C'est comme si les gens sentent une obligation de se prononcer en temps réel sur tout. Bon, moi, des fois, je veux pas le faire, mais là, je me dis, c'est ça que l'auditoire attend. Des fois, on attend un peu avant de parler sur certaines affaires. Comme ce qui s'est passé vendredi passé. Pour les gens qui écoutent, là, on enregistre en ce moment, c'est le 4 mars. Vous allez probablement entendre ça en délai, mais vendredi dernier, il y a eu la fameuse scène avec Trump et Zelensky dans le bureau. Puis je voyais tout le monde qui réagissait sur la base d'une clip. Ça variait là, selon l'extrait qui circulait, des fois 3 minutes, des fois 1 minute 20. Puis moi, je me suis refusé de réagir sur le coup en me disant, je vais aller regarder le truc au complet. Ça m'intéresse de savoir c'est comment. Et quand tu regardes la séquence au complet, tu vois comment la conversation, comment elle dérape progressivement. Tu vois le non-verbal, tu vois une certaine tension qui est là dans l'air et ça te permet de comprendre comment on arrive à ce moment-là. Mais j'ai pas l'impression. Mais tu sais, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens voulaient comprendre d'un, puis j'ai pas l'impression que beaucoup de gens se sont laissé le temps d'assimiler ce qui s'était passé avant de réagir. C'est comme si on réagit sur le champ et c'est tout le temps extrêmement binaire. Lui, c'est un gros cave, lui il est bon, lui il est gentil. Et ça, là, ça contribue au climat dans lequel on est en ce moment. Là. Tu disais tantôt, on n'est pas toujours d'accord. Des fois, je suis comme un peu d'accord avec certaines positions, complètement en désaccord avec d'autres, puis on navigue là-dedans. Mais j'ai l'impression que, je parle un peu pour les gens qui nous écoutent, je ne sais pas où ils sont là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens comme ça qui sont un peu mi-figue, mi-raisin, un peu, je le sais pas, tantôt ça me plaît, tantôt ça me déplaît. Et tu as beaucoup de gens qui rentrent dans une position extrêmement manichéenne, là, de il y a le bien, il y a le mal, il faut combattre le mal. Et ça, moi, ça me laisse présager pas grand-chose d'intéressant pour les prochaines semaines, prochaines années. Là.
Ouais, ben on est séduit par l'enveloppe aussi. Tu sais, je veux dire, pendant 4 ans, il y avait une administration aux États-Unis, l'administration Biden-Harris, qui était complètement catastrophique, je veux dire, à tellement de niveaux. Puis ils n'ont pas été du tout sous la loupe des gens. Puis c'est plate de dire, mais sur une plateforme, tu sais, tu vas sur Facebook, puis c'est comme une autre réalité complètement. Les gens, même Zuckerberg a fait des sorties, dire qu'on a eu de la pression du gouvernement de censurer des informations, de limiter des informations, de déplatformer des gens, utiliser ce terme-là. Puis les gens, c'est comme, oh, c'est pas grave. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui étaient hallucinantes qui ont été révélées par les Twitter Files, mais si je parle au commun des mortels ici, n'importe qui, des chums à moi de la famille, comme, hey, les Twitter Files, c'était giga, là, tu sais, ce qui s'était passé, puis ce que Musk a comme ouvert la voûte, puis il dit, let's go, on regarde ce qui s'est produit, toute cette corruption-là, cette propagande-là, puis les gens ne savent même pas c'est quoi, tu sais, les médias ont refusé d'en parler. Fait que les gens sont comme dans le noir. Puis là, ils arrivent, comme pour utiliser ma métaphore de la dernière fois, ils arrivent en quart de finale de la Coupe Stanley. Puis là, soudainement, c'est comme ils trouvent ça intéressant. Puis là, c'est parce que c'est on peut lever notre drapeau. J'ai vu plein de gens partager Time Magazine Person of the Year vendredi de Zelensky 2022. Là, tu sais. C'est comme ça, c'est mon équipe. Puis là, je peux dire quelque chose. Mais j'ai pas dit rien pendant 4 ans quand c'était en train de se planter de l'autre bord. Puis, mais c'est qui Time Magazine Person of the Year 2024? Tu sais? C'est Donald Trump. Puis ils n'ont pas vu non plus que je pense que c'est le président de Time, il a fait une sortie sur X en disant qu'on a invité Kamala Harris pour une entrevue. Elle a refusé. C'est la première fois qu'un candidat présidentiel ne vient pas faire juste l'entrevue de Time puis il servait ça sur un plateau d'argent avec tout le... C'est un puff piece. Là, c'est il fallait juste qu'elle soit mauvaise, pareil. Hein? Fait que tu sais, être incapable d'authenticité, encore une fois, la gauche qui est incapable d'offrir une alternative. Tu sais, dans quel monde parallèle tu vis où tu penses que Harris était quelqu'un de compétent. Tu sais, c'est juste si tu suivais le POC, encore une fois, si tu voyais son refus d'aller à Rogan, d'aller avoir une discussion authentique, que c'était pas contrôlé, puis tout ça. Fait que c'est tragique de voir. Puis même le gars de Time Magazine, il a dit c'est la première fois de l'histoire de Time que ça arrive. Là, je veux dire, de Mitt Romney à Barack Obama, à Biden, tout le monde l'a fait, l'entrevue Time Magazine. Trump aussi, très généreux. Puis Harris l'a pas fait. Puis lui, soudainement, il a dit il y a un problème. Puis ça, c'est le grand dilemme du Parti démocratique, de la gauche aussi au Canada, puis tout ça. C'est d'être incapable de faire on a mangé une volée. C'est où qu'on peut aller voir où ils ont raison, où qu'on peut se replacer, des 80-20 enjeux, là, comme on appelle, d'aller gagner du terrain puis pas écouter la voix la plus radicale sur le côté. C'est vraiment ça. En ce moment, moi, quand moindrement j'ai un petit glimpse de ce qui se passe dans les médias traditionnels, sur les plateaux télé puis tout ça, c'est les Américains sont cons. Qui sont misogynes, qui sont racistes. Hey, vous êtes encore là, pour vrai. Là. Quand il a gagné du terrain chez les Noirs, chez les Latinos, chez les Autochtones, il a tout cassé. Les femmes, comme across the board. En fait, ça a duré 12 heures, Jason. Quand il a gagné le soir même j'écoutais, on faisait notre coverage live dans Yann et Frank, j'écoutais un peu on the side du Radio-Can puis du Québécois, puis tout le monde avait l'air à dire finalement, les podcasts, c'est la nouvelle réalité. Puis c'est Joe Rogan. Finalement, Trump, il faut essayer de comprendre. Ça a duré 12 heures. 12 heures après, la machine est repartie. C'est un ci, c'est un ça. Finalement, il a gagné parce que écoute, j'ai entendu des clips de Radio-Canada. On nous a dit que la raison pourquoi les femmes blanches ont voté en majorité pour Donald Trump, c'est parce qu'elles voulaient garder leur privilège blanc hétérosexuel normatif. Non, ça va pas du tout. Là. Sérieux, là, tu sais, puis l'éternelle excuse, parce que c'était une femme de couleur noire, hein? Un peu comme Trudeau il a dit, c'est pour ça. T'sais. L'incapacité d'introspection de ces gens-là est quasiment lunaire. Il faudrait faire des livres basés là-dessus, c'est fou. Braque. Non, mais tu sais, Jason, tu parlais puis Joey, c'est un peu là-dessus que tu vas aussi, là, mais tu as parlé d'authenticité. Est-ce que les gens veulent de l'authenticité ou ils veulent de l'hypocrisie? Moi, c'est la question qui me traverse depuis vendredi passé. J'arrête pas de penser à ça sans arrêt. J'en ai parlé avec Rémi Villemur, que tu connais bien. Et
une des conclusions qu'on avait, c'est que les gens ne voulaient pas savoir la vérité. Les gens, une partie des gens veulent la vérité, veulent avoir accès à l'information, et une partie des gens désirent qu'on les berce dans de doux mensonges. Ils aiment voir des conférences de presse stagées, enrobées d'un espèce de vernis de diplomatie dans lequel tout le monde se flatte dans le dos, tout le monde dit c'est incroyable, qu'est-ce qu'on a réalisé de grandes choses ensemble, et on assume que derrière les portes closes se passent les vraies choses auxquelles nous, les mortels, on n'a pas accès. Or, ce qui s'est passé, c'est un bref événement de transparence qui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je ne pense pas que c'était stagé, comme plusieurs disent qu'il y avait un dîner de cons entre Trump et Zelensky. Lorsqu'on écoute le segment au complet, on voit que ça commençait dans une formule un peu diplomatique et ça a progressivement dérapé jusqu'à l'intervention de Vance, la réponse de Zelensky. Mais ce qu'on a eu, c'est un moment de transparence incroyable auquel on ne pensait pas pouvoir avoir accès. Et je pense que là, on est face à deux types de personnes. Des gens qui auraient préféré ne pas voir ça, et des gens, au contraire, qui ont dit « Ouais, non, moi, je veux en voir plus. Là. Moi, je veux savoir. Moi, je veux voir une vraie rencontre entre Justin Trudeau et François Legault, voir ce qu'ils se disent pour vrai. Là. Pas les poignées de main. Puis, oui, tu t'en rappelles-tu le meeting dans un restaurant de Toronto, puis ils se rencontrent dans la rue comme ça serait un pur hasard. Hey, Justin, comment ça va? Non, c'est ça. Et je comprends que ça bouleverse les codes. Mais aux États-Unis, ça fait très longtemps que ces codes-là sont bouleversés. Le jour où Donald Trump a dit sur une scène à Hillary Clinton « No, because you'll be in jail ». Je veux dire, les codes sont disparus. Là. Ces codes-là de la politique pré-2016, on peut être d'accord ou pas, à mon avis, ils sont disparus. Et au Québec, on n'a pas encore intériorisé ça, je pense, presque 10 ans plus tard. Je ne sais pas comment tu dis litmus test en français. Tu vois ce que je veux dire, un litmus test? Ben c'est ça. Il y a tellement de litmus tests en ce moment par rapport à tout. Tu peux dire par rapport à ce qui est arrivé avec Elon Musk il y a un mois et demi, à l'inauguration, avec le salut, puis tout ça. Là, soudainement, on est capable de spotter un nazi, alors que ça fait depuis le 7 octobre 2023 qu'on est incapable, même s'il y en a dans la rue à tous les jours. Un test décisif qui nous dit. Un test décisif, c'est ça. Puis il y en a à propos de Trump. Moi, les gens les plus brillants que je reçois au podcast de partout dans le monde, que ce soit en Irlande, à Tel Aviv, au UK, en France, les gens sont capables de parler de Trump sans le derangement syndrome, sans de dire ici, c'est quand même intéressant ce qu'il a fait avec les accords d'Abraham. Ça, c'est intéressant aussi ce qu'il fait pour les femmes, au niveau, c'est juste la photo qu'il a prise pour un autre sujet qui est 80-20, là, que la plupart des gens ne veulent pas des hommes biologiques dans le sport féminin. Moi, je connais des gens qui ont des enfants ils descendent aux États-Unis pour faire de la compétition, puis ils seraient outrés de savoir que le rêve de leur jeune fille Trump a quand même des positions assez intéressantes à certains endroits. Puis comme n'importe quel politicien, tu as le droit de faire « Hey, ça, je trouve ça tout croche ». Moi, j'aime ça voir sur X, comme j'aime appeler les coulisses du pouvoir, aller voir Batia Ungar-Sargon, sa position, dire « Hey, je suis d'accord avec 60% de ce qu'elle dit ». Puis là, je trouve qu'elle est un peu dans le champ, mais j'aime quand même ça me l'écouter. Glenn Greenwald, même affaire, un des meilleurs journalistes aux États-Unis, je l'écoute. Je fais OK, j'en prends puis j'en laisse comme tout le monde, puis après ça, je fais ma propre opinion. Puis c'est correct, là, it's all good. Là, t'es pas. Mais ici au Québec, puis un de mes chums qui m'a envoyé un statut Facebook d'un journaliste, un vieux punk musicien. Je te posais la question, sont où les punks? Sont où les vrais rebelles dans le milieu artistique? Sont de moins en moins. Tout le monde a peur, puis lui, il est comme un peu journaliste, je pense que c'est peut-être pour Urbania ou quelque chose, puis il a juste posé la question, est-ce que vous connaissez des gens qui aiment Trump au Québec? Puis j'aimerais ça leur parler anonymement, puis c'était avec des gants blancs, pour faire attention. Puis en dessous, les commentaires, là, je suis allé voir, je comprends pourquoi les gens ne veulent pas au Québec se positionner, parce que c'était juste, va voir à Radio X, voyons donc, pourquoi tu veux parler à un attardé comme ça? Puis man, elle est donc bien violente, la gauche. Elle veut même pas essayer de comprendre, elle veut pas écouter. La gauche tolérante, Jason, voyons donc. Celle qui est rendue sur Blue Sky, là.
Ben, ça me fait de la peine parce que je me dis, moi, tu sais, j'ai déjà changé de position dans la vie. Tu sais, le Jason de 2012 est différent de 2022, différent de 2024. Tu sais, je veux dire, c'est sain d'avoir une nouvelle information. Puis, hey, je me suis trompé là, c'est intéressant, c'est très libérateur. Tu sais. En parlant de la culture, Jason, sachant que tu as vraiment un lien avec cet univers-là, pas mal plus que nous autres, je suis curieux de t'entendre par rapport à la genre de croisade qui a quasiment démarré depuis quelques semaines, poussée par les médias traditionnels, beaucoup Radio-Canada, mais pas seulement, sur l'opération quêtage de la culture, numéro, je ne sais pas combien de quêtes, parce que c'est pas la première fois, que là, la culture est en désarroi, on demande de l'argent au gouvernement, ça nous prend de l'argent, ça n'a plus d'allure, faut penser à la culture, la culture, la culture. J'en ai parlé longuement dans le podcast pour faire très court. Moi, selon moi, ben, tu veux refaire jouer la clip de... Oh, ben, je peux la retrouver sur Honnêtement, TikTok. Je pense que ça vaut la peine. Ça vaut parce que l'arrière-plan de la question, c'est que tu as l'entrepreneur qui a les pizzas Salvatore, là, qui disait j'ai écouté ça tantôt, oui. Tu l'as vu tantôt. Quelqu'un me l'a envoyé. Pour le bénéfice des auditeurs, je pense qu'on devrait le faire rejouer, qui dit qu'il est allé à l'émission de Marie-Louise Arsenault, et puis là, il était seul entrepreneur, le seul qui a des contraintes de marché finalement aux côtés de la table. Et il dit, j'étais seul parmi une kyrielle de gens, finalement, qui étaient là parce que le ministre de la Culture était là. Et là, c'était un espèce de réquisitoire pour dire que, bon, à 1%, vous pensez qu'1% du budget en culture, c'est bon, il faudrait que ça soit 2, puis 3, puis pourquoi pas plus. Puis lui, il disait, ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité. Si tu l'as, on va le faire jouer. Là. Je pense que c'est pertinent, là, pour vrai. Là. C'est ça, c'est Guillaume Abatiello, pour ceux qui ne le savent pas, des pizzas Salvatore. Là. Il est entrepreneur et tout ça, il est bien populaire sur les réseaux sociaux, fait que ça donnait ça. Je viens de sortir d'une entrevue à Radio-Canada. Tout peut arriver avec Marie-Louise, l'animatrice. Puis il y avait plein de monde de la culture autour de la table. Il y avait le ministre de la Culture qui était juste à ma gauche. Pendant 40 minutes de temps, tout le monde se plaignait autour de la table qu'il n'y avait pas assez d'argent qui était investi en culture. Puis qu'il fallait augmenter le budget, puis qu'il fallait plus d'argent. Il dit les réalisateurs mangent pas, les créateurs mangent pas, il manque d'argent, on veut plus d'argent. Fait que là, je suis le seul entrepreneur autour de la table, puis là, je me dis, câlisse, il y a de quoi je comprends pas, là. Nous, là, quand nos affaires, ils fonctionnent pas, là, on va pas dire, hey, au gouvernement, donnez-nous de l'argent, on veut de l'argent. On se demande, pourquoi ça marche pas? Pourquoi les clients, ils viennent pas? Est-ce que notre mise en marché est pas bonne? Pendant 40 minutes, personne a dit, pourquoi ça fonctionne pas? Est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la merde? Pourquoi nos musées sont vides? Pourquoi nos salles de théâtre sont vides? Ils reçoivent déjà des millions et des millions. Puis il y a personne qui s'intéresse sur ce qu'ils font, eux. La seule chose qu'ils disent, c'est on n'a pas assez d'argent, donnez-nous plus d'argent. J'avais l'air d'être avec une gang d'extraterrestres, là. Ça avait aucun bon sens, là. Je parlais pas à 100% ouvertement, je voulais pas trop vexer le monde non plus, là. Mais là, je me dis, hey, ils sont 20 à peu près à faire l'émission. 4 personnes sur le tournage en tant que tel. T'as l'orchestre en arrière de 4 personnes. T'en as 4 au studio d'enregistrement. Il y a personne qui l'écoute, puis il n'y a pas de code d'écoute. On a des Samsung puis des iPhones à 1000$ au bureau, puis on filme avec ça, puis on fait 83 millions de visionnements à tous les mois. Tu te dis, mettons que tout le monde en parle, doit tirer 2 millions peut-être par semaine de code d'écoute. On fait 83 millions avec des cellulaires à 1000$ à se filmer nous-mêmes comme ça. En tout cas, c'est complètement déconnecté comme discours. Jamais d'introspection. Ce monde-là pourrait être jamais en affaires, c'est impossible. Ça me fait capoter. L'argent du monde est gaspillé ben raide. Si je publie cette vidéo-là, ça va être probablement très long avant que je me fasse réinviter. Mais pour moi, j'ai une plateforme, je veux l'utiliser parce que c'est dans la lignée de sa clique. C'est pareil, là. C'est l'argent du peuple est dilapidé ben raide. C'est des dizaines de millions d'impôts puis de taxes. C'est juste nous qu'on envoie au gouvernement chaque année. Puis l'argent, là, c'est pas pour rien qu'il y en a plus. Là. Quand tu vois des affaires de même, là, tu te dis, c'est sur une autre planète. On parlait de genres de personnes, de 2 discours, deux familles, mettons, qui sont irréconciliables ou qui se parlent pas, qui sont pas capables de dialoguer. Tu penses-tu que c'en est un exemple, ça? Je pense que tout le monde s'entend pour dire que, bon, la culture, c'est important, les artistes, OK, personne ne veut les voir crever de faim, mais d'un côté, tu as comme le monde entrepreneurial qui, eux, regardent ça et se disent, ouais, mais moi, c'est qui me donne cette tribune-là? J'étais le seul, finalement, qui gère une entreprise. J'étais le seul qui, quand j'ai des difficultés, personne ne m'écoute, personne n'est là, j'ai pas accès à un ministre. Comment t'as perçu ça, cette intervention-là? Ben, ça vient tirer plein de cordes en moi parce que, veux pas, j'ai déjà bénéficié de subventions.
Pas beaucoup, mais j'en ai déjà reçu. J'ai vu ce que ça a pu faire, ce que ça a pu faire comme tremplin dans certains cas pour écrire du meilleur matériel ou produire des albums ou quoi que ce soit. Ceci étant dit, j'ai déjà passé beaucoup de temps aux États-Unis aussi. Je suis allé à Los Angeles pendant plusieurs mois, je pense au total, même années. Puis quand je parle de ce qu'on vit au Québec, des gens qui se plaignent au Québec, de même ce que Spotify peut rapporter, puis là, les gens veulent faire des boycotts encore. Puis oui, en effet, les gens sont très, très, très déconnectés au niveau des affaires. Puis quand tu parles de ça à un guitariste américain à Los Angeles qui gigue à tous les soirs dans des jazz bars, puis qui a une job sur le côté comme réceptionniste dans une clinique de thérapie, puis qu'après ça, quand il y a des journées de congé, je vais faire des shows, puis là, jusqu'à temps que ça... Tu sais, les gens ont vraiment... Moi, je compare ça beaucoup au système de santé. Tu sais, c'est correct aussi que tu n'es pas malade, mais tu te bats pour avoir un genre de filet social, je comprends. Mais j'admire beaucoup... Tu sais, ici, je veux dire, un enfant, un kid de 9 ans qui va faire du skateboard, il tombe, il se casse une jambe, ça ne coûte rien. Tu sais, on s'entend. Aux États-Unis, ils ont des balls quand même. Tu sais, un enfant de 8 ans ou 9 ans qui va faire du skateboard, se casse un poignet puis il n'y a pas d'assurance, je dis, ça peut quand même ruiner une famille. Là, tu sais. Fait que c'est un peu la même affaire en culture. Moi, j'ai rencontré des musiciens, j'ai travaillé avec des musiciens à Los Angeles que eux, OK, écoute, tu veux jouer avec moi mardi soir, je fais un spectacle au Hotel Café, je te donne 100$. Puis le gars est comme, OK, ça me tente de jouer, puis je vais venir le faire. Mais ici, tu dis ça à un musicien professionnel. Là, puis là, je parle de musiciens qui jouent dans des arénas. Le guitariste que j'ai engagé, c'est le guitariste de Jackson Browne, puis James Taylor, puis qui fait des espèces d'arénas, Henry Fonda Theater, puis le Honda Theater Anaheim. Puis c'est un gars, il joue avec Norah Jones, puis la grosse clique, la grosse gomme. Puis ce gars-là, il a accepté de jouer un mardi soir pour 100$ pour m'accompagner. Puis tu lui dis que ici, les musiciens, puis je les comprends, tout le monde a des familles, tout ça, mais que non, tout le monde est un peu guild, 400$ la gig, puis tout ça, puis wow, OK, oui, puis tu peux jouer aussi avec les quotas radio, puis gagner ta vie, même si tu es semi-populaire, puis ils n'en reviennent pas, ça comme, it sounds like you guys have a pretty good thing going over there, c'est une utopie pour eux. C'est artificiel, tu trouves pas? Parce que c'est surtout moi ce qui me frustre le plus, c'est que c'est pas être anti-culture ou de vouloir faire du Québec bashing non plus. Je comprends que les artistes ont un aspect, mais comme je l'ai déjà dit dans un short qui est devenu semi-viral avec Yann Efrain il y a quelques semaines, je trouve que la mentalité que la culture se résume à l'artistique, au cinéma, à la chanson et au théâtre, moi, ça me frustre. Parce que, oui, ça en fait partie, mais c'est pas la seule affaire. C'est tout... La culture, elle est vivante. Elle est dans les gens. Elle est, oui, dans la langue, mais elle n'est pas uniquement dans les expressions artistiques. Pas seulement... c'est de la culture. Hein. Exactement. La bouffe, c'est de la culture. Les accents, les expressions. L'humour. Et je trouve tellement que eux autres sont censés être le monopolistique et sans eux, le Québec est un peu comme Lord Durham disait, là, sans nous, le Québec est sans culture. Excusez-moi, mais fuck you. Oui, je comprends. Vous en faites partie, puis je veux pas que vous disparaissiez. Par contre, prenez un peu de mesure, s'il vous plaît. Prenez un peu d'humilité. Alors, regardez ce que les gens font, ce que les gens aiment aujourd'hui. Puis je vous dis pas de vous dénaturer, mais adaptez-vous aux moyens du bord avec les sociétés d'aujourd'hui. Je comprends, par contre, Jason, que surtout la musique, et en général, il y a une partie, c'est de l'expérimentation. On comprend, on lance des lignes à l'eau, des fois ça pogne, des fois ça pogne pas. Je comprends qu'on peut pas avoir du 100% tout le temps au niveau de production. On parle de quoi? De culturel, donc par définition, c'est plus subjectif. Mais encore là, faut que ça soit quand même basé dans une certaine réalité, parce que si on crée un genre de star system carrément artificiel, que finalement on subventionne ça à côté, puis c'est bien beau pour les émissions du samedi soir, mais finalement il n'y a pas grand monde qui l'écoute, ben on n'aide pas plus ces gens-là. Je comprends, ils ont de la nourriture à mettre sur leur table à la fin de la journée, puis ils crèvent pas de faim. Mais t'avances pas plus, là. Je veux dire... Non, c'est ça. J'ai un de mes amis qui est musicien, puis qui fait de la tournée, puis qui fait des shows. Je veux dire, il a beaucoup de succès, puis lui, il refuse d'accepter des subventions. Il veut même pas, il va pas en parler, il va pas se vanter de ça, mais il dit non, moi c'est mon entreprise, puis quand je fais de l'argent avec telle affaire, même si c'est pas de la musique, c'est à côté, j'ai un autre business ou quoi que ce soit, je la réinjecte c'est mon risque à moi.
puis je veux pas être aux dépens des subventions, puis tout ça, puis je trouve ça hyper noble, on en parle souvent. Je veux pas le nommer, là, pour pas que ça fasse de quoi, là. Il y a beaucoup, en fait, c'est tout ça, les gens veulent pas se faire nommer. J'ai des discussions avec une douzaine d'amis artistes de toutes les walks of life, puis on a des group chats, on s'en parle, puis tout ça. Puis je leur pose la question, c'est quand est-ce que vous allez dire quelque chose? C'est quand est-ce que vous allez vous avancer, puis juste faire un bold statement, que ce soit en musique, un photographe ou un humoriste, y aller, là, tu sais, puis comme, c'est quand est-ce que vous allez le faire, puis tout le monde attend le fuck you money, tu sais, tout le monde attend de dire, quand je vais un certain confort, puis c'est puis ça, puis je respecte ça, je le comprends, tu sais, mais après ça, parce que ces gens-là dépendent de certaines subventions, dépendent de certaines, comme j'espère être invité à cette émission-là, puis telle chose, puis rentrer dans cette bien-pensance-là, puis c'est extrêmement dommage, parce que la culture va tout le temps vivre, tu sais, au final, puis je souhaite pas que toutes les subventions soient éradiquées, puis que, tu sais, je pense qu'il y a une discussion à avoir. Est-ce qu'il y a un excès, un abus? Est-ce que ça prend un Doge canadien? 100%. Moi, je trouve que oui. Mais après ça, il est né où le punk rock du UK des années 70? Il n'est pas né d'une enveloppe nécessairement. Il est né d'un sous-sol où il y a des gens qui s'organisaient, pas capables de jouer dans la salle de spectacle. C'est comme, on va s'organiser, on fait un house party, on fait un show, on a des choses à dire. Soudainement, il y a des vrais punks anti-establishment, que ce que personnellement, parenthèse, moi je pense que Musk et Trump sont, parce que je sais que c'est controversé, mais ceux qui viennent brasser quelque chose, puis on va voir ce qui tombe de l'arbre. Les musiciens, il y en a pas. Il y en a pas. Puis aux États-Unis, il y a l'humour que je trouve qui est comme merci le bon Dieu que ça existe. Puis c'est le seul, je réalisais hier, parce que les Oscars qui viennent de passer, c'est le seul art form qui n'a pas de gala de remise de prix. Tu sais, l'humour, c'est pas une compétition, l'art. Sauf au Québec, on a réussi à s'en créer un. Là, mais c'est ça qui est hallucinant. Tu sais, tu regardes comme Tim Dillon ou Whitney Cummings ou Theo Von ne sont pas en compétition. Tu sais, c'est pas un zero-sum game. Fais quelque chose de bon. Le monde est à ta portée avec les podcasts, avec tu peux t'ouvrir un compte TikTok, commencer à faire de la musique. Je découvre plein de musiciens comme ça, moi. Ça, c'est vraiment bon. Puis là, tu passes au MTLUS, puis c'est rempli à craquer 3 soirs en ligne. C'est qui ça? C'est une star TikTok. Tu sais, je dis pas que c'est comme la seule façon, mais il y a vraiment quelque chose en ce moment qui est en train de brasser. Les plaques tectoniques qui sont en train de changer. Puis on est tout le temps un peu 10 ans en retard au Québec, au Canada. Je le remarque dans plein de sphères différentes. Puis c'est pas méchant, c'est juste objectif. Encore une fois, on dirait qu'ici, on n'est pas habitué de... Puis moi, le premier, tu sais, d'avoir des confrontations, des discussions difficiles, mais il faut développer le muscle. Puis encore une fois, je dis, moi, le premier, il faut que je reçoive des gens à mon podcast avec qui je ne suis pas d'accord. J'en parlais tantôt. Tu sais. Une de mes amies, amie, ça fait longtemps que je l'ai vue, mais on était chum dans le temps, c'est Kim Lizotte. Puis je me dis, tu sais, Kim Lizotte, on s'est toujours bien entendu. C'est une fille super fine, tu sais, elle a une famille. Je pense qu'on a probablement des valeurs semblables dans le fondamental. Je devrais être capable de l'inviter à mon podcast. Puis OK, let's disagree, mais de bonne foi, puis pas prendre l'autre pour un crétin, tu sais, puis juste convainc-moi là, de ton côté, je veux l'entendre, puis je veux bien shifter ma position un petit peu, puis peut-être apprendre quelque chose, tu sais, et en espérant que vice-versa aussi. Mais là, on est dans un bashing, chaque bar, tout bord, tout côté, tout le monde est un trou de cul. Débarquez de X, inscrivez-vous à Blue Sky, on va se parler dans notre chambre d'écho. Ça marche pas, ça, là. C'est pas digne d'une démocratie ou d'une société qui est en santé. Non, c'est ça. Moi, ce que j'aime moins dans un certain discours qu'on entend, puis j'ai entendu, là, j'ai vu la réaction qu'on a entendu tantôt, puis j'ai entendu plusieurs bouts des autres intervenants autour de la table. Et c'est comme si au Québec, on s'est comme créé un genre de discours dominant en culture qui est un peu une forme de DEI hired, mais version québécoise. C'est-à-dire qu'on assume que les Québécois sont une espèce de minorité opprimée dans le monde artistique et qu'il faut et que le rôle de l'État, c'est de nous mettre de l'avant, un peu comme Trudeau fait des programmes pour les entrepreneurs noirs ou ce genre de trucs-là. Dans le fond, ça prend des programmes pour les artistes québécois parce que leur réalité
est une réalité unique qui n'existe pas ailleurs. Puis, tu sais, moi, ça fait des années que je suis un maniaque de biographie de musiciens. Tu sais, ça a été le sujet de mon deuxième livre. J'ai beaucoup parlé de ça, de la vie de plusieurs artistes. Et lorsque tu regardes la vie des grands artistes qui nous ont marqués de différentes époques, ils ont tous traversé des périodes, mais de pauvreté ou de misère, mais absolument immonde. Là. Entre autres, notamment le bassiste de Geezer Butler de Black Sabbath racontait ça dans son autobiographie, comment au départ, ils ont été capables de percer uniquement parce que le père de Ozzy avait débloqué un petit budget de genre l'équivalent de 100 balles à l'époque pour acheter un amplificateur, parce qu'il n'était pas capable d'acheter un ampli pour le micro quand il faisait des shows. Puis ils ont le premier cash, les premiers gigs qu'ils ont fait, l'argent qu'ils ont eu, c'était pour acheter premièrement des chaussures. Il y en a dans le band qui n'avaient pas de chaussures. Ils allaient en pied de bas à la salle de concert. Puis après ça, ils ont acheté une espèce de minivan pourri dans lequel ils ont commencé à faire des tournées. Et puis, à un moment donné, ils se sont rendus jusqu'en... ils ont loué ce minivan-là en Europe. Et ils ont commencé à se rendre en Allemagne. À un moment donné, en Allemagne, le minivan est tombé en panne. Et le bassiste raconte que lui, très tôt dans sa vie, pour des raisons il avait été comme témoin de comment les animaux étaient traités dans l'abattage. Il dit, moi, très jeune, je suis devenu végétarien. Puis là, ils sont en Allemagne, dans une place paumée, où il n'y a rien. Puis il dit, tout ce qu'il y a à bouffer dans un restaurant, c'est de la saucisse. Puis il dit, là, on ne peut rien se payer d'autre. Là. Puis il dit, je mange pour la première fois depuis mon enfance de la saucisse. Puis là, il dit, je suis malade comme un chien. Puis on a un concert le soir. Puis il dit, je suis malade, je vais juste être malade. Puis là, il raconte qu'ils ont joué dans une salle le soir. Lui, il allait vomir entre les sets, entre les tunes. Puis il revenait sur le stage. Puis là, je me disais, mais pour de vrai, la misère qu'il racontait là-dedans, puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais en prendre 75 autres exemples. Là. Mais tu te dis, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est la misère qu'on vit. Parce que, tu sais, moi, j'écoute le discours aujourd'hui puis j'ai l'impression que des gens ils nous décrivent leur périple, c'est comme s'ils étaient à Gaza. Et, tu sais, les conditions de vie des artistes telles qu'elles prévalaient, tu sais, il y a 40, 30 ans même, dans plusieurs... En fait, ce que je veux dire, c'est que tous les artistes ont ont vécu ce genre de période-là. Puis, tu sais, je suis pas sûr que si les Britanniques avaient fait des programmes pour subventionner des groupes émergents, je suis pas sûr que ça aurait changé quoi que ce soit ou même on aurait pu découvrir ces bands-là qui ont marqué l'histoire de la musique. Je sais pas jusqu'à quel point c'est pas un cadeau empoisonné, tout ça. Là. Ouais, puis tu crées pas nécessairement ton meilleur matériel quand les conditions sont parfaites. T'sais. Moi, en ce moment, les conditions sont pas mal parfaites. T'sais, il faut que je travaille le muscle. Il faut que. Ça m'arrive d'écrire de la crap, là, d'écrire des chansons dont je suis pas fier. Puis quand j'étais dans un petit appartement sur Rosemont, Saint-André, puis que je veux dire, j'avais pas encore de label, puis tout ça. Puis là, j'allais jouer des gigs dans des pubs irlandais à 100$ par soir. Puis là, j'écrivais des tunes à 2 heures du matin. Je mixais jusqu'à 8 heures mon démo. Puis là, j'envoyais ça des chops. C'est là que j'ai créé vraiment de la grosse magie. Puis après ça, oui, est-ce que tu peux avoir un setup où on t'offre une subvention pour travailler avec l'orchestre symphonique, puis là, ça ouvre des pas, je sais pas, de l'espace dans ta création pour faire quelque chose de vraiment intéressant. C'est un risque, la musique. C'est un risque d'être humoriste, c'est un risque. C'est pas je m'en vais faire un cours pour devenir électricien, puis là, il va toujours avoir de la job pour un électricien, ou un plombier. C'est un risque. Il y a un risque que ça ne marche pas. Puis si tu as goûté aussi un petit peu de succès, ben là, c'est pas garanti que ça va rester comme ça puis ça va planer comme une carrière de 30 ans chez Hydro-Québec. Là. Fait que c'est... Il y a beaucoup de gens qui pensent que les choses leur sont dues. Ça peut péter à n'importe quel moment. Ça se peut il y a des gens qui ont fait des albums extraordinaires, qu'après ça a foiré. Ils ont trouvé un autre job. Ils sont plus heureux aujourd'hui dans une autre job. Il y a vraiment plein de scénarios possibles. Ouais. Puis là, je vois des gens se plaindre. C'est pas facile, j'ai pas beaucoup de gigs. Ils coupent dans la culture. Il faut que j'aille devenir prof de musique. Mais c'est pas moins bien d'être prof de musique. Là. C'est très noble. Et même, je pense que tu sers plus
aux gens en étant prof de musique pour des enfants qui viennent puis qui apprennent la musique pour les bonnes raisons. Moi, je trouve ça très, très noble, là, puis super le fun. Puis si tu vas jouer au restaurant du coin pour gagner ta vie, puis après ça, tu fais tes albums, puis soudainement, tu es le prochain Arcade Fire, tant mieux, parce que les gens étaient excités par ton produit. Je pense qu'il y a vraiment une discussion à avoir. Il y a de la nuance dans tout ça, encore une fois. Il y a de l'abus. Je suis pas mal convaincu. Puis il y a des gens qui sont conditionnés à penser que la réalité des années 90 devrait être la même que la réalité d'aujourd'hui, alors que la musique, l'art en général, c'est du folklore. Il y a avant d'avoir une industrie, il n'y en avait pas. C'est comme acheter le Bitcoin à 100 000 $, puis après ça, il dégringole. Puis là, tu dis, ouais, mais moi, je l'ai acheté là. C'est comme, ouais, mais pas tout le monde. Là. Les gens qui ont vendu 8 millions d'albums en 92, Bon Jovi, là, ben, c'était peut-être pas la norme, c'était peut-être le pic aussi. Là, c'était peut-être. Là, tout le monde s'est habitué à ça. On a des Mercedes, tout va bien, puis let's go. Là, quand ça commence à descendre, tu as Napster. Quand tu zoom out puis tu regardes la courbe de l'industrie de la musique, mais peut-être que il y a un moment donné où il faut trouver d'autres façons. Ouais, là, il faut que tu vendes de la merch. C'est plate, mais peut-être que soudainement, tu as un T-shirt incroyable, tu le vends, tu as une toune qui se fait syncer dans un film ou dans une pub. Ben, dans le temps, c'était très mal vu de faire de la publicité. You sold your soul to the devil. Aujourd'hui, tout le monde se garoche pour avoir une toune signée avec Coca-Cola ou n'importe quoi. Puis c'est juste... La bête, elle a changé, la nature, elle a changé, l'environnement a changé. Puis il faut s'adapter. Je sais que les gens ne veulent pas entendre ça, mais moi, je m'adapte. Tout le monde s'adapte. Tout le monde essaie de faire de leur mieux. Puis on vit, comme tu disais, dans une culture de DEI. Moi, j'ai des chums qui programment des festivals puis qui disent c'est plus pareil comme avant. Il faut que je coche des cases. Il faut que je refuse un artiste parce que c'est un homme cis blanc. Puis comme, mais son band est afro-américain. Il y a 4 blacks dans le band. Puis le frontman, il est blanc. Fait que là, on va canceller la tournée au complet dans les festivals. Puis encore, je nommerai pas de nom, mais c'est un vrai de vrai cas. C'est comme tu viens juste de mettre à la porte 3 de mes chums, le Rhythm Section, qui sont afro-américains parce qu'on joue du reggae. Parce que moi, je suis... Tu sais, c'est tellement rendu... Puis au Québec, on n'a pas eu le mémo que le DEI, c'est fini. Là. C'est it's over. Le vibe shift, il n'a pas été senti ici. Personne n'a eu le mémo. Mais si tu débarques à Los Angeles ou à New York, j'ai une chum qui est comédienne qui est à New York il y a une couple de semaines. Elle dit ici, là, toute la jeunesse, là, ils ont tous des MAGA hats. Puis ils font du hip-hop. C'est même plus marginal. Là, les gens, il y aurait des anévrismes à voir ça sur le plateau, tout le monde en parle. Mais justement, est-ce que tu penses qu'un des problèmes, c'est que beaucoup de gens dans le milieu culturel, ils tiennent d'abord et avant tout, puis ça, c'est leur droit là, de se définir d'abord comme des artistes plutôt que des entrepreneurs. Parce que, tu sais, à quelque part, quand tu es un artiste, tu es aussi un travailleur autonome, mais donc tu es à quelque part un entrepreneur. Puis, tu sais, je prends le parallèle avec le podcast. Tu sais, tu as 2 manières de faire du contenu du type un peu qu'on le fait puis que tu le fais. Tu peux essayer de quémander de l'aide publique puis essayer d'être dans les bonnes grâces de grands médias, tout ça, puis espérer finalement finir sur audio de Radio-Canada avec personne qui écoute ton truc. Ou tu peux essayer de développer ça comme une entreprise qu'on a essayé de faire. Dire, je grossis un membership, j'ai une clientèle, j'essaie d'en prendre soin, j'essaie de leur donner le mieux possible. J'ai l'impression que dans le monde artistique, il y en a des artistes qui sont comme ça, puis il y en a des... tu sais, je faisais le parallèle avec Black Sabbath tantôt, mais un des cerveaux dans l'industrie de la musique, ça a toujours été Sharon Osbourne, qui, à un moment donné, plus personne voulait de Ozzy dans des festivals, puis elle a dit, ben parfait, allez vous faire foutre. Moi, je décolle le Ozfest, qui est devenu un méga brand avec soudainement, tous les gros, les Rob Zombie de ce monde, tout le monde voulait aller jouer là. Mais elle a été mal vue pour ça encore aujourd'hui. Si tu vas sur à peu près tous les forums de musique, les commentaires que tu as, c'est juste une bitch qui pense à l'argent, tout ça. Ouais, mais peut-être que s'il y avait plus d'artistes qui avaient une mentalité d'entrepreneur, plutôt que de se laisser flouer par des grosses compagnies, tout ça. C'est l'histoire de tous les musiciens du 20e siècle. Là. Allez voir l'histoire des Beatles, des Beach Boys. C'est plein d'artistes qui se sont fait flouer par des agents parce que, oui, ils étaient concentrés sur leur art, mais on dirait qu'il n'y avait pas de fibre entrepreneuriale d'être maître de leur contenu, être maître un peu de leur destinée. Puis ils remettaient ça dans les bras de gens, finalement, qui en ont abusé. Là. C'est la même histoire depuis toujours. Au final, le bottom line, là, c'est comment
sais, moi, j'écris une chanson, quelqu'un écrit une chanson ou fait un bit de stand-up, quoi que ce soit. Comment je fais pour trouver mon public? Tu sais, c'est un dilemme constant pour tous les artistes. Moi, ça m'arrive de faire je trouve, les premières parties, ça a été mon pain puis mon beurre pendant longtemps. Faire les premières parties de Dumas, de Joseph Arthur, Martha Wainwright, puis tout ça. Puis j'arrivais sur scène devant un public qui ne me connaissait pas, tu sais, de jouer devant 800 personnes au Théâtre National ou au Métropolis ou au Bataclan à Paris en première partie de Charlebois. Enfin, là, j'ai 2000 paires d'oreilles brand new, là, blank slate, qui ne me connaissent pas. Ouais. Better hit hard, tu sais, puis fait de opération séduction, puis quand ça marche, puis que ce soit ça ou que ce soit une vidéo TikTok qui devient virale ou que ce soit, tu sais, c'est pas facile, tu continues, tu le fais pas pour les résultats, tu le fais parce que t'aimes ça, puis tu y vas, t'avances, tu fais un show dans un petit café local, tu fais un truc, corporatif ici, tu fais un mariage, quelqu'un d'autre t'engage, hey, j'aimerais ça avoir cette tournée. Comme il y a tellement de façons, puis quand ça frappe, puis quand ça arrive, c'est tellement authentique et vrai que là, tu sais, c'est ça. C'est une loterie, c'est un gamble, tu es un entrepreneur, mais les gens, comme tu dis, ont oublié le côté entrepreneur un peu, ont oublié le côté risque. Puis, on est on est beaucoup dans Watt au Québec. Tu sais, moi, je me suis jamais plaint de mon sort. Même des fois, des albums, je trouve ça, genre, je me plains avec ma blonde, je me dis, crime, je trouve qu'il mérite mieux cet album-là. Je trouve pas il y a des gens qui l'aiment, ils m'écrivent, puis oui, mais c'est peut-être pas assez pour gagner ma vie. Mais je me plains pas, là, tu sais, c'est pas. Puis des artistes qui vont à la disque puis qui disent c'est pas juste ma tune elle a été streamée 1 million de fois puis ça a juste fait 5000 pièces. Comme 1 million de spins, c'est pas beaucoup là, sur Spotify. Tu demandes à Charlotte Cardin si elle en a plus qu'un million, là, elle doit frôler le 600 millions. Fait, fais le calcul, 600 fois 5000 pour une tune, ben, ça se peut, là, c'est pas... fait qu'il faut vraiment faire attention de chialer le ventre plein. Moi, il y a beaucoup d'artistes ici qui chialent que, encore une fois, je nommerai pas, mais qui ont des espèces de châteaux, qui habitent à Laval, en banlieue, puis que, ça va très, très, très bien. Puis la pâte est bien graissée, puis ils font « Ouais, c'est difficile, c'est rough, la musique. » Puis le discours est contagieux, parce que moi, tout le monde que je rencontre dans la vie, là, qui ne me connaissent pas, je fais une perfo dans un petit restaurant du coin, ou je fais un show, c'est la première fois qu'ils me voient. La première chose qu'ils me disent, comme « Hey, comment ça qu'on ne te connaît pas? C'est bien bon. » Puis c'est pas facile, la musique, hein? C'est comme tu pars avec ça. Moi, je trouve ça très facile. La musique, c'est ce que j'aime faire. Puis je gagne ma vie avec ça depuis toujours. Puis je suis chanceux. Puis je vois le verre à moitié plein au lieu de à moitié vide. C'est ça. Puis le verre à moitié plein, c'est prendre en considération plein de choses. Tu sais, le coût de production d'un album ou d'une tonne, je veux dire, par rapport à ce que c'était dans le passé. Si vous lisez comment, à l'époque, on faisait pour créer un effet d'écho, là. Juste ça, là, dans les premiers albums de Pink Floyd, mettons. Des tapes. Ben, avec les tapes, puis avant ça, savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils vidaient la pièce au complet, puis c'était un vrai écho qu'il y avait. Ça, tu as des témoignages de ça, de vieux producteurs de l'époque qui disaient oui, avant que les nouvelles technologies arrivent puis que les techniques arrivent avec des producteurs plus raffinés, c'était comme tu voulais avoir un effet d'écho sur la voix, on vidait la pièce au complet puis on mettait quelqu'un au centre de la pièce avec le microphone puis on captait de l'écho. C'était un vrai écho. C'était pas un piton que tu pèses ou un effet que tu rajoutes dans un logiciel avec le montage. Fait que, le coût de production, ben, il a dit, si tu essaies d'y penser en tant qu'entrepreneur, il faut que tu essaies de voir le verre à moitié plein. Comme tu dis, il faut que tu prennes des risques. Et il faut aussi, je pense qu'un truc qu'on devrait finalement sortir au Québec, c'est, tu regarderas, tu sais ce que tu dis, là, les gens viennent te voir, disent comment ça qu'on ne te connaît pas, puis c'est dur. Toute la manière de phraser le discours, jusque dans des formules comme encourager nos producteurs ou notre culture, lâche pas. Tu sais, c'est lâche pas, c'est sous-entendu, je le sais que tu as envie de lâcher, mais lâche pas. Encourager, moi, j'encourage pas des artistes. Je les aime, je les écoute, je les entends, je les vois. Encourager, ça, c'est ma tante Sylvie qui a fait une batch de confiture aux framboises maison. Puis là, tu dis, ben, Chris, je vais lui donner 10$, puis je vais l'encourager. Tu sais, ça, c'est encourager. Ou c'est des jeunes qui vendent des palettes de chocolat qui cognent à ta porte pour leur voyage de fin d'année. Ça, c'est encourager. Écouter un artiste sur Spotify ou aller voir son concert, ce n'est pas l'encourager. Il faut sortir de ça, c'est une mentalité, moi je m'excuse, de loser. 100%.
Je veux dire, je ne sais pas comment le dire plus clairement que ça. Là. On n'encourage pas nos artistes. S'ils sont bons, on apprécie leur art et au même titre que n'importe quel autre. Là. Moi, avec Podcast qui sort un album, puis je suis le premier en ligne. Ils n'ont même pas besoin de faire de promo. Mon Spotify m'envoie il y a un nouvel album, j'écoute ça. Je trouve ça bon, j'écoute les paroles, je suis nourri. Voilà. Il y a un kid, j'oublie son nom, il faut que je le trouve là, sur YouTube. C'est un Américain, je pense. Puis il y a une grosse touffe là, de cheveux frisés, puis il joue de la guitare acoustique dans un chant. À tous les jours, il fait une toune. Il écrit une toune. Même c'est un peu politique, un peu Bob Dylan, puis il y a de la gueule, il y a une face, là, un petit peu pitbull. Puis il joue des tunes, c'est magnifique, là, c'est super beau ce qu'il fait. Puis lui, je le vois à tous les jours, le Cloud. Il sort une chanson à tous les jours. Puis des fois, là, il pogne un 200 000. L'autre fois, Joe Rogan a partagé sa tune. Il a fait wow. Puis, tu sais, un peu comme, c'était qui? John Oliver? Non, pas John, Oliver Anthony. Oliver Anthony. Ouais. Même affaire, tu sais, c'était pas un gros vidéoclip là, qui a été nourri de subventions. Puis tout, il a fait un statement, une toune à côté de son chalet. Puis ça a explosé, mon gars. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est une loterie. C'est un put your head down. Tu travailles, tu fais tes affaires pour les bonnes raisons. Puis à un moment donné, il y a une personne, Cloud, qui le partage. Puis c'est comme ça dans tout, tu sais. La même façon que moi, mon gros break, c'était un gars en Belgique qui pogne un accident de char, puis que lui était censé venir au Québec faire les premières parties de Dumas. Là, on parle de 2005 ou je sais pas quoi. Puis là, finalement, il peut pas venir. Il y a un accident d'auto. Il est à l'hôpital. La gérance de Dumas m'appelle. « Hey, tu peux-tu demain arriver? On fait 4 soirs au National. » Puis je drop tout. Je m'en vais là. Je joue devant 800 personnes x4. Puis là, ça a comme donné un petit tremplin. Même chose avec Marc Labrèche qui trippe sur ma musique. Je suis invité en direct de l'univers parce que il n'y a aucun PR que tu peux engager qui peut faire ça pour toi, aucune subvention, c'est juste, il y a quelqu'un qui a vraiment vibé avec ta musique, qui a trippé sur ton produit, puis là, tu te retrouves dans les bonnes grâces, tu te retrouves à avoir un moment. Je ne l'ai pas eu après ça, ça a pris 16 ans que je retourne à cette émission-là, mais cette fois-là, Yann Perrault est à côté de moi, Stéphanie Lapointe, ils ont dit « Go », tu sais, tu fais pas un cover YMCA, là, tu fais ta toune à toi, devant Marc Labrèche, sur le divan, intime à la fin. Puis là, Cloud, 3000 albums de vendus le lendemain. Là, c'était toute la tournée sold out. C'était une lock. C'était vraiment juste le cosmos qui a fait en sorte que ça arrive. T'sais. Les planètes alignées. Écoute, je te laisserai le mot de la fin, Jason, si tu veux, comment les gens peuvent te rejoindre. Bon, il y a deux choses. Il y a ta musique, puis il y a ton podcast. Fait que je te laisse présenter ça aux auditeurs avant qu'on se quitte. Ben, j'essaie toujours, je suis sur toutes les plateformes, mais j'essaie toujours d'encourager les Québécois à ne pas quitter X, mais d'aller sur X. Pour moi, c'est comme la seule plateforme qui compte. Ceci étant dit, je comprends que aussi le fanbase musical se retrouve plus sur Instagram, Facebook, puis tout ça. Je suis là, je suis partout, TikTok. Puis pour le podcast, j'ai un Patreon maintenant, c'est patreon.com. /Bajada Dialogue. Puis le podcast, vous pouvez le trouver partout, Spotify, Apple, Bajada Dialogues, Bajada Dialogue. Et Joey va être invité demain. Fait que... c'est ça, c'est le scoop. Prochain invité, Joey. Sinon, dans ta... peut-être pour nous mettre l'eau à la bouche, dans tes... peut-être ta liste d'invités, as-tu quelque chose que tu pourrais nous dire? Qui t'as dans le collimateur? Dans le rétroviseur? Est-ce que tu as quelque chose qui va sortir? Il y a quelque chose qui sort à toutes les semaines. Je suis allé en direct pour parler de cette émission-là. En direct de l'univers, m'ont invité samedi il y a 2 semaines. Je suis allé faire l'émission pour la première fois en très, très longtemps. Puis, il y avait... J'ai passé la soirée avec Dumas, puis Joseph Arthur, pour ceux qui ne connaissent pas, un artiste américain, il habite en Arizona maintenant, qui était très vocal par rapport à la COVID d'ailleurs, puis a été cancellé. Mais ceci étant dit, on a passé la soirée ensemble, on a jasé, puis ces deux-là viennent au podcast bientôt. Puis j'ai eu l'honneur et la chance, et le rêve de petit gars de rencontrer François Pérusse. Puis aussi que j'ai invité, puis il était emballé, puis ça y tentait. Fait que je peux pas... En tout cas, j'espère que je suis en communication avec lui, puis il y a plein d'invités qui s'en viennent, mais autant à l'international aussi, je suis tout le temps en train de courir après des gens, des grosses pointures qui m'intimident, mais que j'ai envie de parler avec eux, puis ça marche. Fait que il y en a qui s'en viennent, ça va être très intéressant. À suivre. Écoute, merci beaucoup d'avoir été là, Jason, puis on remet ça. Merci à vous.